Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF consacré aux Jeux Olympiques, puisque vous le savez, les Jeux Olympiques ont été attribués à Paris, mais aussi à la Seine-Saint-Denis, mais aussi aux Yvelines, et notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines, où se dérouleront pas mal d'épreuves, et une victoire qui a été plutôt bien accueillie, comme si la France renouait avec un optimisme qui n'a pas toujours été son fort. Alors, il ne s'agit plus de savoir s'il faut faire ou pas faire les Jeux Olympiques, ça c'est fait, ils auront lieu en 2024, mais il s'agit de savoir comment les réussir et peut-être ce qu'ils peuvent nous apporter. Pour en parler, Sylvie Laouna, bonjour. Bonjour. Vous êtes longtemps occupée du tourisme dans les Yvelines. Aujourd'hui, vous êtes experte en tourisme international, donc vous allez nous dire ce qu'on peut attendre peut-être des événements comme cela au niveau du tourisme. Jean-Pierre Sevestre, bonjour, vous êtes le maire de Coudert, vous êtes le vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines chargé des sports, donc voilà, c'est à vous qu'il faut s'adresser. Paul-Yann Armitage, bonjour, vous êtes le directeur du Golf National, le plus francophile des Anglais, j'allais dire. C'est ça. Directeur du Golf National. Alors, vous aviez déjà atteint le summum de votre carrière en sachant qu'il y aurait la Ryder Cup l'année prochaine, et là, un autre summum arrive avec les Jeux Olympiques. Est-ce que vous durerez jusqu'en 2024 ? Ah bah j'espère. On espère tous. Bah oui. J'essaye de me garder en forme pour ça. Gardez-vous en forme. Et Jean-Charles Lajoie, éditeur. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tout à fait favorable, je vous dis tout de suite, aux Jeux Olympiques, mais vous aviez publié dans votre maison d'édition 2 ou 3 livres qui n'étaient pas tellement favorables au sport. Voilà, oui. Non, mais j'adore le sport. Des pamphlets, en fait. Voilà, mais j'ai quelques réserves sur l'enthousiasme et Oui, parce qu'il y a un grand enthousiasme. Et la béatitude, on a l'impression d'être dans le pays des bisounours, quoi, maintenant. Donc, tout va bien, tout est beau, on a tout oublié, tout est extraordinaire. Bon, on va en parler. Je signale votre dernière publication, Du passé faisons table rase, de Malik Agagna, c'est ça ? Absolument, Malik Agagna. C'est un polar. Hein ? Un très bon polar historique qui se passe entre maintenant et les années de plomb derrière en Union soviétique, derrière le rideau de fer. Donc l'histoire nous emmène de Strasbourg à Riga et maintenant et il y a 45 ans. Voilà. Eh ben, tout à fait Jeux Olympiques avaient eu lieu en Union soviétique, mais il y a eu un boycott. Absolument. Si je Donc me ça, c'est pas souviens boycotté en revanche. Alors, Jean-Pierre Sevestre, je vais peut-être commencer avec vous. Évidemment, le fait que les Jeux Olympiques soient attribués à Paris, c'était un faux suspense, ça, tout le monde le savait. Mais c'est quand même une victoire. C'est officiellement officiel. Voilà, c'est officiellement officiel et c'est quand même une victoire. Enfin, et c'est une victoire. C'est une victoire d'un projet important, d'un projet qui va mettre Paris au cœur de l'olympisme avec ses valeurs, hein, les valeurs de respect, ses valeurs d'excellence et ses grandes valeurs olympiques. Donc c'est quelque chose de très important, un projet qui a été porté par énormément de partenaires, que ce soit du monde économique, que ce soit des partenaires des collectivités publiques, des ONG, et bien sûr le monde politique également, et puis les sportifs. Les sportifs ont porté ce projet d'une façon remarquable, et puis Tony Estanguet. Notamment Tony Estanguet. Donc c'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire le soir avant-hier. Nous avions Tony Estanguet effectivement en ligne et c'était extraordinaire de fêter une liesse extraordinaire d'avoir ce projet. Il y a eu une petite fête au Vélodrome. Hein. Oui. Je vous propose, on y était, donc je vous propose de regarder ce qui se passait quand les Jeux Olympiques ont été attribués, et c'était donc au Vélodrome de Saint-Quentin. Une très belle journée. La fièvre olympique s'est propagée dans le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Ce mercredi 13 septembre, plus de 500 supporters tricolores sont venus assister en direct à l'annonce du CEO via des écrans géants installés pour l'occasion. Bah oui, c'est important, ça fait 100 ans que Paris attend les JO, donc je pense que c'est important de célébrer tous ensemble cet événement aujourd'hui. Être présent pour cette première échéance, je dirais, de confirmation de JO, oui, c'est important. Ouais. On est acteurs tous autant qu'on est à chaque niveau, donc oui. Pour faire attendre ses fans jusqu'à l'annonce officielle, des animations sportives étaient organisées sur place. Le rider de l'équipe de France, Jérémy Rancurel, qualifié pour les derniers Jeux Olympiques à Rio l'été dernier, en a profité pour faire des démonstrations avec des enfants devant le public. C'est important parce que ça pousse et ça fait découvrir aussi le BMX. C'est pas un sport très médiatisé, notamment la piste peut-être un peu plus. Et du coup, ça fait connaître notre sport.
Après de longues minutes d'attente, le verdict tombe enfin. Paris est officiellement désigné ville hôte pour les Jeux Olympiques de 2024 par le CIO. C'est une réaction extraordinaire, une réaction de joie. Une réaction de joie. Les Jeux Olympiques sont à Paris en 2024. C'est officiel maintenant. Et là, c'est vraiment une explosion de joie. On l'a senti lors de l'annonce. Et maintenant, l'aventure commence. L'aventure commence. C'est une aventure historique. Et ça va être passionnant de vivre cette période. Les supporters présents au Vélodrome National espèrent maintenant vibrer dans un peu moins de 7 ans avec des médailles d'or françaises. Donc voilà, la nouvelle, c'est que Jean-Pierre Sevestre est partout sur le plateau et dans les sujets. Mais c'est vrai que voilà. Vous n'étiez pas en charge des sports quand la candidature de Paris avait été refusée. Non, effectivement, c'était en 2005 et je n'étais pas en charge des sports et Coignard n'était pas dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, effectivement. C'est une période plus ancienne. Mais vous vous souvenez de la déception ? Je me souviens de la déception. Parce que je suis un ancien sportif et donc ce sont des périodes qui sont remplies de joie et de liesse comme nous vivons actuellement, mais ce sont des périodes de déception comme 2005, effectivement. Oui. Et 2005, nous étions quand même... la France s'était investie tout de même dans ce projet d'une façon remarquable. Et nous avons la construction du Vélodrome national à Saint-Quentin, qui est une conséquence aussi de cette candidature aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Alors, c'est un des aspects, pardon. En 2005, il y avait aussi d'autres candidats, alors que là, c'est une compétition, oui, c'est vrai que là, une compétition qu'on a gagnée tout seul. Oui, tous les autres candidats s'étaient retirés. Voilà, c'est assez rare quand même. Là, on a gagné, il n'y avait personne. Peut-être qu'ils se sont retirés parce que... Oui, parce que nous sommes été très bonnes aussi. Oui, on peut non, voir ça. Vous avez raison. Ou parce que nous avons travaillé à ce qu'ils se retirent aussi. Ah oui, mais alors là, on est plus proche de la... Enfin, je ne sais pas si c'est très... Non, il n'y a pas eu de faute de fin. Ce sont des négociations et ce sont des... Cela dit, non, on a probablement appris de l'échec de 2005. Voilà. On entendait encore des archives de Bertrand Delanoë qui expliquaient comment Tony Blair s'était mobilisé lui-même pour aller voir les membres du comité des Jeux Olympiques. Et peut-être qu'on a appris justement et qu'on sait peut-être mieux proposer une candidature qu'on ne le faisait il y a quelques années. On apprend des défaites. Justement, vous disiez d'ailleurs, le Vélodrome, par exemple, a été construit pour les Jeux Olympiques de 2005. L'un des aspects... 2012. De 2012, pardon. Mais il a été mis en service qu'en 2014, effectivement. L'un des aspects, justement, qui fait débat, c'est le coût des Jeux Olympiques. On parle de 6 milliards. C'est vrai que la plupart de ce qui doit être construit pour les Jeux Olympiques l'a déjà été. C'est-à-dire que donc, le coût de construction sera moindre. Voilà, le coût de construction sera moindre et il est dans ce projet qui a été présenté des utilisations qui seront conservées et je pense notamment au village olympique. Donc ce sont des constructions qui permettront ensuite d'avoir des logements supplémentaires dans cette partie nord-est de Paris et d'avoir ça permet de faire grandir la région et de faire grandir plus particulièrement, effectivement, la Seine-Saint-Denis et cette région-là. Le fait, enfin, c'est peut-être deux choses différentes, mais enfin, le fait que la Ryder Cup ait été attribuée au Golf National, ça a donné quand même une dimension à ce territoire qu'elle n'avait pas jusque-là, et ça a peut-être joué aussi dans cette candidature de Paris. Je pense. Le président de la fédération s'est engagé, fédération de golf, s'est engagé immédiatement avec Paris 2024 déjà pour mettre à disposition le golf pour les JO de 2024. Nous, on est passé, comme vous savez, de 2015-2016 par 7 millions, presque 8 millions de travaux sur le golf national en préparation en vue de la Ryder Cup l'année prochaine. Ce sont des travaux qui vont amortir sur 15-20 ans. Donc, on sera tout jeune, tout beau, tout neuf pour les JO. Il n'y aura pas d'investissement nécessaire pour le golf, en tout cas. Pour le golf, en tout cas. Jean-Charles, vous disiez, vous trouvez un peu d'esprit comme ça, d'euphorie. Il y a tout le côté extrêmement positif. Je crois qu'effectivement, comme vous le disiez très justement tous les deux, la Ryder Cup, la capacité française à organiser des grands événements, que ce soit même en 98, la Coupe du Monde, l'Euro, il n'y a pas très longtemps, l'Euro de football, enfin, on sait faire.
hélas, il faut quand même parler de sécurité, de terrorisme, etc. C'était déjà le cas. L'Euro de football s'est remarquablement bien passé. On sait hélas que de toute façon, Jeux Olympiques ou pas, on n'échapera pas. C'est même une réponse peut-être. Enfin, voilà. le fait d'avoir accordé les Jeux Olympiques à Paris, c'est aussi une réponse aux attaques terroristes. Enfin, absolument. Une certaine réponse. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point positif. L'autre point que je trouve extrêmement positif, c'est que c'est un petit peu comme il y a des années, ça avait fait un peu émerger Jean-Claude Killy. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une personnalité extraordinaire qui apparaît, qui émerge. C'est Estanguet. Ce type a un charisme absolument extraordinaire. Il a l'air absolument épatant, au-dessus des clivages politiques, etc. On a vraiment l'impression que ce type va porter lui tout seul les Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, c'est un ambassadeur merveilleux et peut-être un patron des Jeux qui est épatant. Après, il y a quand même un côté assez terrorisant, c'est-à-dire que c'est unanimisme et autour de ces Jeux et surtout cette capacité que visiblement tout le monde a à évacuer tout ce qui pourrait ne pas marcher ou tous les inconvénients des Jeux. C'est-à-dire que, vous en parliez il y a 2 minutes, on est 6 milliards, on sait très bien que ça ne va pas être 6 milliards, mais ça va être 12. Alors, généralement, c'est 30-40% de plus. Sochi, c'était 289% de plus. Voilà. Que ce qui était prévu. C'est toujours un peu plus. C'est toujours un peu plus pour les dépenses et c'est toujours un peu moins pour les emplois. En fait, on dit toujours que ça va créer on attend, je crois, 250 000 emplois créés à peu près. Ça va aussi être un peu pareil, on va dire, Madame vous nous en parler, mais le monde entier va venir chez nous. Ok, les touristes vont venir, mais les touristes qui viennent pour les JO, ils viendront pas le mois d'avant, ils viendront pas le mois d'après. Donc ok, ça fait venir du monde, mais c'est pas. C'est peut-être pas les mêmes. Oui, mais enfin quand même. Non, c'est pas les mêmes. Voilà. Beaucoup ne sont pas. Non, c'est pas les mêmes. Mais beaucoup ne sont pas les mêmes. Et puis enfin, un truc qui moi m'inquiète, c'est que tout le monde parle d'écologie, etc. C'est merveilleux, mais enfin bon, je veux dire, on va quand même massacrer probablement 2,5 hectares de terrain à Paris, d'un jardin magnifique pour construire un autre stade, et il y a peut-être un autre endroit pour le faire. On ne peut pas dire qu'à Paris, quand même, ces villes embouteillées, polluées, sales, etc., on a besoin de massacrer 2,5 hectares de verdure. Voilà, de Roland-Garros Alors, je ne parle même pas de Roland-Garros, c'est les serres d'Auteuil qu'on a passé. La maire de Paris, qui n'a que l'écologie à la bouche quand il s'agit de polluer et de bloquer la ville, là, les serres d'Auteuil, c'est pas grave. 2,5 hectares de terrain en moins, c'est pas grave non plus. Voilà, je suis un peu étonné par tout ça. La maire de Paris dit que, si j'ai bien lu, elle attend une réduction de 55% de l'empreinte carbone. Par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012. C'est sûr, quand tout le monde sera englué, moteur à l'arrêt dans sa voiture, par des encombrements monstrueux, je veux dire, oui, là, faute de combattants, Paris ne sera plus pollué. Alors, vous trouvez qu'on est un peu trop comme ça optimiste ou on a raison de l'être? Non, on a raison de l'être, tout à fait. Non, il faut moduler quand même. Oui, il faut moduler. Là, c'est une caricature tout de même de monsieur. C'est une caricature de monsieur. Tout à fait faux, mais quand bien même. Bien sûr. À partir du moment où nous apportons énormément de trafic, énormément de personnes qui vont venir pour les épreuves, je pense qu'effectivement, il y a des conséquences écologiques, bien sûr, mais je pense qu'on s'en remet rapidement, parce que ce sont des projets tout de même qui sont maîtrisés, donc on s'en remet facilement. Et je vais parler de la colline d'Elancourt, par exemple, pour revenir sur le plan local. Eh bien, nous aurons un aménagement de la colline d'Elancourt qui va nous permettre d'avoir probablement un parcours VTT qui sera pérenne ensuite, et c'est l'occasion, effectivement, c'est une colline qui n'est pas aménagée depuis de nombreuses années et qui va permettre un aménagement à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Et je pense que c'est un exemple local, mais c'est un exemple intéressant. Et puis un autre exemple, c'est par exemple les visites techniques qu'on a eues pour être un site olympique. On a eu une visite particulière pour le développement durable, pour être sûr qu'on n'allait pas faire n'importe quoi, avec des spectateurs qui peuvent marcher un peu partout, marcher sur une grenouille ou j'en sais rien. Voilà, on a été contrôlé et on a dû faire une offre adaptée pour justement ces soucis de développement durable. Et ça, c'est pour le International Olympic Committee, comment on dit ça, le comité olympique international. Voilà. Et nous, on est suivis par un contrat avec la Fédération française de golf, le Golf national, en vue de la Ryder et des JO, par le Muséum d'histoire naturelle, pour remettre en état tout ce qu'on peut détruire par ces événements. Là, il y a eu des gros progrès, d'ailleurs, en matière de golf.
pour l'utilisation des pesticides, etc., qui était quand même très répandue il y a quelques années. Le zéro phyto, on y va, pesticides, on y va droit comme ça. Donc il faut qu'on trouve des solutions plus... et on les a au Golfe national, donc ça c'est déjà bien. Mais, pardon, juste un mot. On peut dire, je crois que c'est Anne Hidalgo qui dit ça, mais on peut reprendre la phrase. Est-ce que les Jeux Olympiques sont un formidable accélérateur de projets? Je pense, oui. Je pense que c'est un formidable accélérateur. C'est un élan qui va être donné au pays entier. C'est un élan magnifique. Mais bien sûr, il faut se mettre au travail dès maintenant, mais c'est un élan magnifique. Un élan également pour notre jeunesse, pour la génération actuelle qui va en 2024, qui aura... Avant-hier, nous étions au Vélodrome avec 800 enfants pendant une bonne partie de la journée, mais il y avait une générosité dans cette génération qui voit les Jeux Olympiques arriver maintenant à Paris, en France, dans 7 ans, mais qui ont une volonté d'arriver, mais c'est extraordinaire. Et je pense qu'en voyant ces élèves, ces lycéens, ces collégiens, pardon, nous avions envie avec eux d'y aller. Vers ces Jeux Olympiques. Je suis peut-être un petit peu... je suis tellement enthousiaste que j'ai du mal à des athlètes dans 7 ans. Un mot de Jean-Charles, puis après Sylvie Launa, on va parler de tourisme. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur, mais il en va des Jeux Olympiques, je pense, comme de l'Europe. Moi, à titre personnel, je suis tout à fait pour l'Europe, ce qui ne m'empêche pas de la critiquer et de dire que tout ne va pas bien en Europe et qu'il faut faire attention. Et les Jeux Olympiques, je suis à fond pour, mais je suis contre cette folie consiste à dire tout va bien, tout est merveilleux, et on ne voit pas le côté quelquefois dangereux et écologiquement, quelquefois bizarre, en sachant que moi je suis absolument ravi qu'on construise des millions de chambres et de lits qu'on gardera pour les étudiants et pour je ne sais pas qui après. Mais je me dis c'est quand même un peu dommage parce que si on a tout cet argent, si la mairie de Paris est tout à fait capable de tout d'un coup de trouver de l'argent pour construire des logements pour les étudiants, pourquoi attend-on 2024? Est-ce qu'on ne pourrait pas démarrer les logements maintenant, loger les étudiants et déloger les étudiants pour le village olympique? On attend toujours. Il s'était passé la même chose avec les migrants. Tout d'un coup, Anne Hidalgo avait dit mais j'ai 50 000 places pour loger les migrants. Ben, je veux dire, je pense que tous les SDF et tous les mal logés de Paris... Grâce aux Jeux Olympiques, on pourra loger les migrants. Avaient dû se dire c'est curieux que tout d'un coup, on trouve 50 000 places. Et là, c'est un peu pareil. On va trouver de l'argent, on va trouver des places pour des logements. Alors, n'attendons pas 2024. Si l'argent est là, faisons un peu plus vite, quoi. Sylvie Launa, deux choses totalement différentes. Pardon, oui, non, répondez. L'argent n'est peut-être pas encore là. Oui, c'est deux choses totalement différentes. Là, vous essayez de prouver que les Jeux Olympiques ne servent à rien, quoi. Non, pas du tout. Non, justement, comme ça sert. Comme j'ai précisé, il y a l'élan derrière populaire, l'élan de la nation, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça va au-delà des logements, ça va au-delà de. On est d'accord là-dessus. Et si on en croit d'ailleurs, c'est un enthousiasme de sportif. Hein. Ah non, mais si on en croit d'ailleurs les études d'opinion, l'opinion est très favorable à l'organisation de ces Jeux. Sylvie Launa, alors c'est à l'expert en tourisme que je parle. Alors, évidemment, déjà, est-ce que, je vais revenir un petit peu avant les Jeux Olympiques, la Ryder Cup, est-ce que déjà ça a une influence sur le tourisme dans ce territoire, Versailles, etc. Ça en aura une, bien sûr. Ouais. Oui, au niveau de la fréquentation au moment de la Ryder Cup, mais c'est toujours pareil avec tous les événements, quels qu'ils soient, il y a un développement de la fréquentation au moment de l'événement, sauf que la clientèle habituelle ne vient plus. Donc, si vous voulez, ça rééquilibre les choses. Il y a un équilibre, oui. Et oui, qui se fait. Oui, c'est plutôt des étrangers qui viennent. Voilà, et la clientèle habituelle se dit, bien moi, à ce moment-là, je ne vais pas venir, je décale mon séjour. Et ça se fera de la même façon aux Jeux Olympiques en 2024. Oui, de la même façon que des gens qui habitent Paris iront en vacances probablement pendant les Jeux Olympiques. Exactement, et n'iront pas à Paris Versailles, à ce moment-là, alors qu'ils avaient programmé peut-être d'y aller s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques. Donc, effectivement, c'est tous les événements sportifs ou grands événements quels qu'ils soient donnent un coup de projecteur sur la destination. Ça passe sur toutes les télés. On a le Paris-Nice, par exemple, dans les Yvelines. Donc, ça passe sur toutes les télés. Ça donne envie de venir. Ça crée un engouement pour la destination. Mais cet engouement, il est souvent après. Oui, c'est ça. C'est après la manifestation pour le touriste lambda qui n'est pas forcément un sportif, qui n'a pas forcément envie de venir sur la manifestation. Donc, globalement, si on regarde les retombées touristiques, ce sera plutôt après qu'avant, que pendant. Oui, c'est ça. On va avoir parlé de tous les sites de Paris, évidemment, de la Seine-Saint-Denis qui est importante, des Yvelines qui sont importants, et peut-être que les gens viendront, ils vont en entendre parler, ils vont vouloir venir voir après. C'est ça.
Pendant, évidemment, il y a oui, toujours mais il y a tous ceux qui sont les sportifs, qui ont envie de voir, parce que c'est une manifestation mondiale et on a envie de venir. Mais il y en a qui se disent, bah non, pour visiter tranquillement le patrimoine francilien, moi je viendrai plus tard. Et ça s'est passé de cette façon. En 1998, c'est un peu loin maintenant, mais pour la Coupe du Monde de football, c'était ça. Les fréquentations, elles ont été très très bonnes, évidemment. Mais on a vu l'année d'après une formidable augmentation des fréquentations partout sur le territoire. Et dans les Yvelines, ça n'a pas échappé à la règle. Donc pour le golf national, ça veut dire qu'entre 2018 et 2024, vous allez être plein. Alors, je suis entièrement d'accord avec c'est vrai, ce qu'on dit là. C'est clair qu'on attend des retombées fortes après, mais j'ai quand même un message d'espoir et positif. C'est que si on prend par rapport à 2014 à 2017, nous sommes en x10 sur les tours opérateurs. x10. Alors, ça ne veut pas dire qu'on faisait 1 pour 10 aujourd'hui, mais on est très content de ce qui se passe avant l'événement. Mais il y a quelque chose de particulier chez le golfeur qui explique ça. Ce n'est pas nécessairement pour tous les sports. Voilà. C'est que quand un golf devient un lieu de majeur ou un golf de lieu Ryder Cup, il rentre sur ce qu'on appelle le bucket list d'un joueur de golf. C'est la liste de golf qu'il doit faire avant de mourir. Non, mais c'est vrai. Avant la fin de sa vie, il faut qu'il joue ce parcours. Et donc, c'est particulier, c'est qu'on a un influx de touristes étrangères. 50% sont des Anglais et à peu près 30% c'est des Scandinaves et des Hollandais. Le reste des Américains, des Chinois. Actuellement, ça va se développer à l'avenir après l'événement, justement. On va venir de plus loin après l'événement, plus près et entre les deux événements, parce que les gens veulent jouer ce parcours avant la Ryder Cup. Ils savent que c'est là. Ils veulent savoir. Et je vais vous donner un autre exemple. On a fait plus de 2000 nuitées de plus cette année, dans divers hôtels, notamment l'hôtel sur site, mais aussi dans d'autres hôtels. 2000 nuitées de plus cette année que nous avons fourni, pas nous, mais nos tours opérateurs, mais on fait boîte aux lettres pour eux. Donc on peut savoir ça sur le plan local. 2000 nuitées, c'est beaucoup de repas, c'est beaucoup de transport, c'est beaucoup de taxis, c'est beaucoup de repas. Et c'est vrai que c'est un des rares sports où les gens peuvent se mesurer au même parcours. Je veux dire, on ne peut pas aller jouer au Parc des Princes. Au foot, si on joue au foot, on ne peut pas aller jouer à Roland-Garros si on joue au tennis, mais on peut aller jouer au golf national si on joue au golf. Non, mais c'est rare. Et il y a le vélodrome. Il y a le vélodrome, c'est dans le golf, il peut accueillir les cyclistes également. Et qui accueille même des soirées. Donc les entreprises, à mon avis, les entreprises vont vouloir davantage envie d'aller privatiser le vélodrome. Le golf est un véritable vecteur de mouvement et de tourisme, tandis qu'effectivement, un tennisman ne va pas... il ne peut pas aller jouer à Roland-Garros. Voilà, c'est un produit particulier. C'est pareil. Voilà. Un par mois, mais... Donc c'est un formidable vecteur de création de richesse pour le pays. Et l'Open de France, chaque année, va aussi maintenir la pression entre la Ryder Cup et puis il y a l'Open de France, bien sûr. Les Jeux Olympiques, c'est encore plus important, on va y venir peut-être, mais ça nous met dans une place unique sur cette planète Terre. Il n'y a aucun autre golf dans le monde qui a accueilli une Ryder Cup et les Jeux Olympiques. On est les seuls. On est les seuls, et on sera seuls, je pense, pour de nombreuses années. Ah oui. En Angleterre, il y avait le golf peut-être pas encore. Il n'y a pas de golf olympique comme discipline aux Jeux Olympiques, oui, ce qui explique que... Parce que sinon, il y aurait pu y avoir un golf qui avait été... C'est un véritable... Ah oui, c'est incroyable. C'est une très bonne nouvelle pour la région, là. C'est incroyable. Oui. Et justement, est-ce que vous avez déjà des contacts avec les entreprises, avec les... Oui, bien sûr, il y a déjà une sensibilisation des entreprises du territoire de Saint-Quentin sur les 12 communes aux Jeux Olympiques. Certaines entreprises, et notamment les entreprises importantes du territoire, ont déjà participé au projet, déjà participé à différentes... nous avons soutenu également avec les entreprises la candidature 2024 aux Jeux Olympiques. Alors, on parlait d'emplois, de création d'emplois, on dit à peu près, mais globalement, de 250 000 à 300 000 emplois. Enfin, je n'ai pas les chiffres, je dois vous dire. Non, c'est ce qu'estiment les économistes. Enfin bon, on n'est pas sûr. Peut-être 200, c'est peut-être... Quels sont les emplois, par exemple, sur ce territoire, par exemple, qui pourraient être créés par les Jeux Olympiques ? Je pense que les emplois peuvent être créés pendant les Jeux Olympiques.
pendant les Jeux Olympiques, effectivement. Mais je pense qu'il y a... il y a quoi? Il y a de la sécurité? Il y a de la sécurité qui va être créée, effectivement, mais il y a également des infrastructures qui devraient être créées, et je pense notamment à la ligne 18 du Grand Paris Express. Alors, il y a la ligne 18 du Grand Paris Express, du Grand Paris. qui doit arriver donc sur Saint-Quentin-Est, et qu'il faut absolument, bien sûr, réaliser avant les Jeux Olympiques, pour les Jeux Olympiques. Et je pense que c'est une des raisons qui doit aboutir à la réalisation de cette... La ligne 18, elle fait quoi? C'est entre Saclay et puis Orly et Saint-Quentin-Est, Guyancourt. D'accord. Et ensuite pour rejoindre Versailles. Pour la Ryder Cup, d'ailleurs, comment ça va se passer, les transports Très bien. Non, mais il y a des choses prévues ou... Oui, il y a un plan de transport qui a été pensé et réfléchi entre la fédération, les promoteurs détenteurs de droits qui est Ryder Cup Europe, et puis avec les collectivités locales. Donc il y a un grand travail qui a été fait, qui est toujours en cours, mais qui est finalisé. Donc on va avoir Est et Ouest, transport public par les RER, gare de Massy, Saint-Quentin et Versailles, parking à Satori pour ceux qui souhaitent venir en voiture, avec des navettes jusqu'à l'ancienne usine de Thales par exemple, qui va être gardée pour faire des terminaux de bus. Est, il y a la même chose dans un champ qui a été gentiment loué pour 2 ans, donc on est en train de l'engazonner, etc., pour pouvoir acheminer les gens le plus près du parcours, mais sans avoir beaucoup de voitures autour du parcours. C'est ça, oui. Voilà. Oui, moins que par exemple pendant l'Open de France, moins de parking autour du le parcours. Le seul parking qu'il y aura, ce sera véritablement pour la logistique. Les joueurs seront en navette, voilà. Ah oui. Oui, ils seront en bus. Ouais. Alors je disais donc que les Jeux Olympiques sont attribués, on dit toujours à Paris, mais c'est vrai qu'il y a la Seine-Saint-Denis et c'est vrai qu'il y a les Yvelines. Alors je propose de regarder quels sont les sites des Yvelines qui sont concernés par ces Jeux Olympiques, puis on en reparle après. Saint-Quentin-en-Yvelines sera à l'honneur pendant les JO de 2024. 4 sites ont été retenus par les organisateurs français. Les épreuves de cyclisme sur piste seront programmées dans le Vélodrome national. La structure inaugurée en 2014 a déjà accueilli les championnats du monde en 2015 et les championnats d'Europe l'année suivante. Bien sûr, ça lève le doute sur toutes les interrogations qu'on pourrait avoir. Là, l'équipement, il est là, il a été testé, il a accueilli déjà la plus grande échéance internationale avec les championnats du monde. Donc je pense que tout ça, c'est forcément des garanties pour le CIO. À une centaine de mètres du Vélodrome, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a été sélectionnée dans le dossier Paris 2024 pour accueillir les épreuves masculines et féminines de BMX. Une piste modulable sera construite sur ce terrain vague de 7 hectares. Ce site a été choisi principalement parce qu'il jouxte le Vélodrome. On est à 100 mètres à pied du Vélodrome, donc il y aura une parfaite complémentarité entre les épreuves qui se dérouleront dans le Vélodrome et les épreuves de BMX ici, sans parler du cadre nature qui s'y prête parfaitement. La colline d'Elancourt accueillera quant à elle les épreuves de VTT. Le projet dans les cartons depuis les JO de 2012 a été ressorti pour la candidature de Paris 2024. Le site qui culmine à 231 mètres d'altitude fait toujours autant l'unanimité auprès des organisateurs pour accueillir les épreuves de VTT. La première force, c'est l'unité de lieu. Le deuxième point, là, ici, c'est la dénivellation. Et donc, le VTT, on appelle ça mountain bike, c'est du vélo de montagne. Et donc, il faut aller chercher des pentes raides. Et il y a quasiment qu'ici qu'on a ce que l'on souhaite pour avoir quelque chose de très raide. Donc oui, c'est assez naturel que ça vienne ici, sur la colline de la Revanche. Enfin, le golf national recevra les épreuves golfiques. Les joueurs disputeront les parties sur le parcours de l'Albatros. Le 18 trous, réputé comme l'un des plus compliqués au monde, a été entièrement rénové entre 2015 et 2016. C'est un challenge de plus, c'est une super compétition. Et dans le cas de recevoir les JO, le golf national serait le premier parcours du golf du monde en recevoir un Ryder Cup et les JO. Donc c'est quand même... non, ça ne fait pas peur, c'est simplement un challenge de plus, ça donne de l'émotion à la vie. Dans le reste des Yvelines, les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne se disputeront à Versailles. Les courses de cyclisme sur route devraient quant à elles passer dans la vallée de Chevreuse. Alors oui, il y a donc 3 sports, si je peux dire, qui concernent les Yvelines. Il y a le vélo,
Le vélo, ça c'est très très important puisqu'il y a la piste avec le Vélodrome national et puis le BMX donc avec une piste réalisée sur l'île de loisirs par le CIO. Donc il y a là un financement intégral par le CIO. Il sera sur l'île de loisirs de Saint-Quentin. Sur l'île de loisirs de Saint-Quentin. D'accord. Et ensuite la colline d'Elancourt qui va être aménagée pour accueillir les épreuves de VTT. Et la route, peut-être sur la... Et la route, je pense également, dans la vallée de Chevreuse, probablement, et puis une arrivée sur les Champs-Élysées, peut-être, avec peut-être un départ à Versailles également. Et il y aura les virages de Dampierre. Enfin, je n'ai pas encore... Nous sommes à 7 ans de l'épreuve. Connu par les cyclistes, c'est pour ça. Connu par les cyclistes. Et puis les épreuves d'équitation au château de Versailles. Alors, Versailles l'équitation. Choisi pour l'équitation. Le pentathlon moderne également, à Versailles. Et puis au Vélodrome national, nous accueillons... Toujours moderne, parce qu'il y a eu un pentathlon ancien, je suppose. Mais... Je pense qu'il y avait un pentathlon moderne. Il y a eu une réadaptation des disciplines différentes. Et puis, donc, nous accueillerons également sur l'aire centrale du Vélodrome l'escrime du pentathlon moderne. Ah oui. Voilà. Ce sont les sports qui seront accueillis au sein du territoire. Et plus puis, le golf. Sur Versailles, bien sûr. Nous sommes exprimés. Et puis je voudrais rajouter d'ailleurs sur le golf national bien sûr, et puis circuit d'Albatros qui est vraiment extraordinaire. Vraiment, nous avons un parcours extraordinaire. Mais le golf est un facteur d'aménagement paysager extraordinaire. Je pense que le symbole du développement durable, je pense qu'on peut penser au golf. C'est une discipline qui apporte effectivement les joueurs dans la nature, qui font 6-7 km pour faire un parcours, donc c'est sportif, et en même temps c'est un aménagement extraordinaire pour une région. Et là nous avons effectivement sur le territoire, nous avons 2 golfs de 18 trous, effectivement, puis il y en a un sur la base de loisirs, sur l'île de loisirs par contre. Oui, si on prend les îles, il y en a. Il y a des. C'est, je pense, le département dans lequel il y a le plus de golf en France. En France, oui, c'est ça. Et sur le territoire. Et puis, nous avons également le plan d'eau sur cette île de loisirs, qui est aussi le plus grand plan d'eau d'Île-de-France. Donc, nous avons un territoire qui est là pour accueillir le sport. C'est un stade à ciel ouvert, je dirais. Absolument. Voilà. Alors, ça n'a pas toujours été le cas pour le golf, parce qu'il y a eu parfois, dans les années 80, des golfs qui se construisaient pour qu'on puisse mettre tout à fait. de l'immobilier dessus. Bien sûr. Ça n'a toujours été... Mais là, ça n'est évidemment pas... Avec la prise de conscience du développement durable et de l'écologie, je pense que le golf s'est adapté d'une façon extraordinaire. Et notamment le golf national. Sylvie Laouna, puisque vous êtes experte en tourisme international, c'est quoi l'image quand on dit, par exemple, la Ryder Cup ou les Jeux Olympiques, on dit Paris. C'est pour les gens, c'est quoi? Paris-Versailles? Alors, ça dépend dans quel pays on se place. Mais à l'international, c'est Paris. Ouais. Versailles, c'est pour les Européens plus. Ah oui. Parce que à l'international, on pense que Versailles est dans Paris. On a pris le train, on est arrivé à Versailles, mais on ne sait pas qu'on n'est plus dans Paris. Ouais. Donc, c'est comme nous, New York et Washington, on a l'impression. Oui, c'est un petit peu plus loin. Mais non, mais je veux dire, peut-être pour les gens, j'en sais rien. Non, mais à l'international, c'est Paris. Ah, c'est Paris. Voilà. Après qu'on soit à Versailles, à Saint-Quentin, on croit qu'on est dans Paris. D'ailleurs, on fait un petit coup de RER et hop. Voilà. D'ailleurs, la région se bat pour faire connaître les sites hors Paris. Enfin, quand on travaille à la région pour développer le tourisme, le mot Île-de-France, par exemple, personne ne sait ce que c'est à l'international, vous imaginez bien. Pour un étranger, Île-de-France, ça peut être la Corse. Il n'y a pas d'identité de l'Île-de-France en réalité. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout, donc c'est plus le Grand Paris. Est-ce que ça veut dire, voilà, c'était la question que j'avais posée à Jean-Pierre Céleste, est-ce que ça veut dire qu'au fond, la région, c'est fini et que ça va être le Grand Paris? Le Grand Paris n'a pas quand même encore absorbé toute la grande banlieue quand même encore. Hein. Non, nous en sommes encore loin. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir une sorte de Grand Paris et puis le reste Ah oui, c'est bien ce qui est à craindre actuellement. Ce qui était un problème, est-ce qu'il pose un problème? Quand Madame dit effectivement, à l'international, Paris et Versailles, c'est Paris. Mais c'est pas tout à fait la même chose tout de même pour les Franciliens, notamment. Pas du tout. Et pour les habitants de Saint-Quentin, les problèmes de transport sont quand même aussi très importants. Donc nous ne sommes pas à Paris lorsque nous sommes à Saint-Quentin pour les Franciliens. La qualité de vie n'est pas la même. N'est pas du tout. Et heureusement plus. Heureusement, on est quand même pas la même. On est quand même mieux à Versailles qu'à Paris. C'est différent. C'est différent. Mais c'est vrai que oui, vous le ressentez aussi sur le golf.
sportif ou pour le... C'est Paris. On est très attaché à notre territoire. Oui, je sais bien. D'abord parce qu'on avait besoin d'aide et d'amis. Et il y a longtemps, il y a 2008, quand la fédération voulait candidater pour la Ryder Cup, il fallait des moyens et on les a trouvés très proches de chez nous. Donc on essaye de promouvoir le maximum notre territoire, Saint-Quentin en Yvelines, les Yvelines, etc. Mais effectivement, en termes de marketing, par exemple, c'est vrai qu'on est obligé de dire on est à Paris. On est obligé. D'ailleurs, il y a une tour Eiffel, non? Non, ça c'est pour dans notre image. Oui. Non, ça c'est pour nos présentations en interne, en interne, que vous avez eu la chance de voir. Non, mais quand vous parlez avec les grands responsables de golf, etc., pour eux, la Ryder Cup, c'est Paris, non? Oui, hein? Clairement. Clairement, on est obligé de dire Paris. On ne peut pas dire c'est le golf national. Oui, c'est ça, même si on dit c'est dans les Yvelines. Non, ils s'imaginent bien que c'est pas à la Tour Eiffel. Quand on présente le golf national, on est obligé de dire qu'on est à 30 minutes ouest de Paris. Voilà. On est obligé. Alors, il y a tous les aspects qu'on ne peut pas développer, donc les aspects financiers en se disant, bon, voilà, on espère que les budgets seront tenus. Tout à l'heure, Jean-Charles parlait de Tony Estanguet, c'est-à-dire de la présence des sportifs dans la candidature et dans la candidature qui a été portée et dans le rôle important qu'il joue. Vous parliez de Jean-Claude Killy, mais il n'y avait pas que Jean-Claude Killy, il y avait aussi des politiques avec lui. C'est important d'avoir les deux. Oui, bien sûr. Parce que c'est important d'avoir les politiques et les sportifs. Mais là, je pense que pour la présentation d'un projet de Jeux Olympiques, ce sont les sportifs et les politiques. Je pense que c'est un peu la différence entre la présentation, le projet qui a été celui de 2005 et celui de 2017. 2005, les politiques étaient plus en avant. Les politiques étaient plus en avant. Ça n'est pas un reproche aux politiques. Et là, nous avons trouvé effectivement Anthony Estanguet, Teddy Riner également. Ce sont des personnages qui sont vraiment sportifs, des médaillés olympiques remarquables, et donc ça apporte quelque chose de vraiment sportif et plus concret sur les compétitions, plus concret sur les résultats et l'élan sportif que ça peut apporter. Mais disons aussi que le politique est quand même très important parce que on se souvient de l'importance. Mais vous parlez de Killy, mais Tony Blair qui a vraiment été extraordinaire. Peut-être aussi. Non, mais tout à l'heure, pardon, vous parliez de Killy, ce qui est vrai, qui a eu un rôle très important, mais en sous-main, il y avait Michel Barnier qui est derrière, aller voir les maires, aller voir les gens, et a réussi à convaincre aussi. Il y a aussi tout un travail un peu souterrain. Bien sûr. Et c'est bien de mettre les sportifs en première ligne, en avant, mais il y a un travail politique important aussi. Et puis il y a aussi, mais ça va peut-être vous faire hurler tous les quatre, mais je pense qu'il y a aussi un aspect physique et sportif des hommes politiques. C'est-à-dire que Tony Blair, qui était quand même assez sportif, jeune, etc. Il est important. Là, on a Macron qui est quand même jeune, qui n'est pas ventripotent, etc. Ça donne aussi une image sportive du politique. Et ce qui est très important, ce qui n'a pas toujours été le cas, et notamment en France et même dans d'autres pays, on a quand même eu un personnel politique quelquefois un peu plus âgé, plus voilà. Donc je pense que c'est une image dynamique plus que sportive d'ailleurs, à la rigueur. On a vu Macron qui est toujours prêt à enfiler une tenue de sport ou de sous-marinier ou n'importe quoi. Donc, qui mouille sa chemise, joue au tennis, etc. Qui joue au foot. Voilà, donc ça, c'est important, mais effectivement, ce mixte politique sportif, et c'est bien, parce que là, on sent qu'il y a une osmose qui est tout à fait sympathique. C'est vrai que je dirais que la présence d'Emmanuel Macron a été sur tout de même la fin du projet. C'était tout de même une image de jeunesse. Oui, voilà. Tout à fait, c'est vrai. Oui, parce qu'on passe un peu sous silence François Hollande, un peu de modéliser, mais c'est quand même lui qui a initié le projet. À l'époque, Anne Hidalgo était d'ailleurs tout à fait opposée. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, elle a révérence Anne Hidalgo qui avait dit on verra, c'est pas au président de décider. J'ai entendu Anne Hidalgo rendre hommage à Nicolas Sarkozy et à Emmanuel Macron et à passer sous silence François Hollande, qui est quand même... Alors que c'est lui qui avait... qui a quand même initié cette candidature. Cette démarche. Quel est par exemple, votre rôle en tant que responsable des sports,
sur les Jeux Olympiques, maintenant, effectivement, nous devons, dans la période de 7 ans, c'est long tout de même. Oui. Et donc, mais nous avons je parle du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons 400 associations sportives. Et donc, il est temps, je pense, maintenant, d'aider ces associations sportives. Nous avons des champions, des sportifs de haut niveau également sur le territoire. Et il nous faut maintenant, avec cet élan des Jeux Olympiques, permettre à ces sportifs d'aller vers les Jeux Olympiques. Et il nous faut, à l'aide de la population également, il faut sensibiliser la population, à l'aide des différents événements qui vont se dérouler tout au long des années de 2018, de fin 2017 jusqu'en 2023. Il nous faut sensibiliser la population à ces Jeux Olympiques par de la communication sur chaque événement, et nous avons énormément d'événements sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a énormément d'équipements sportifs également. Hein, nous sommes très bien équipés sportivement, donc il nous faut appuyer la motivation des sportifs, appuyer et aider les associations. Nous avons déjà 400 associations, 400 associations qui s'occupent sportives, qui s'occupent du sport sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Si nous prenons les associations culturelles également, nous arrivons à plus de 2000 associations sur le territoire. Et donc, c'est un élément important, je pense, le bénévolat, les associations, il faut aider les sportifs. Et je pense également, et ce que nous avons critérisé dans les attributions de subventions aux associations, c'est aider les associations qui également aident les sports, les handisports, le paralympique, de permettre également d'intégrer dans les associations ces personnes qui ont des difficultés, qui peuvent pratiquer un sport et arriver à des niveaux, et nous l'avons rencontré, j'ai encore déjeuné avant-hier avec un athlète de haut niveau aveugle, et donc c'est extraordinaire, on arrive à des résultats extraordinaires. Oui. Et donc également de permettre à des femmes d'accéder à certaines activités qui ne sont pratiquées que par des hommes. Également. C'est-à-dire je ne sais pas. Par exemple, créer une équipe de rugby, par exemple, eh bien, il faut mutualiser à l'échelon du territoire les différentes communes pour permettre la constitution d'une équipe de rugby de valeur. Si vous prenez chaque commune, il n'est pas possible, si vous voulez, pas suffisant d'avoir un effectif possible pour constituer une équipe. Il n'y a pas un petit et une nationalisme de ville ou de village, des choses comme ça, contre lesquelles il faut lutter, justement, pour essayer de regrouper les... Nous sommes dans une situation où il y a... vous avez deux pôles. Deux pôles. Nous avons les 7 communes historiques et puis les 5 communes entrées depuis janvier 2016. Et puis Saint-Quentin-en-Yvelines. Et il faut fédérer toutes ces communes. Donc c'est un travail... C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile que ça, mais il y a une volonté des communes et une volonté du territoire d'arriver à une mutualisation et puis d'arriver à une fédération de toutes ces associations pour permettre d'avoir des objectifs communs. Et nous favorisons également le sport de haut niveau. Et les Jeux Olympiques, maintenant, effectivement, donnent une raison encore supplémentaire pour favoriser et motiver nos générations de jeunes pour arriver à des niveaux importants. Alors, justement, on parlait de toutes ces associations qui existent. Les JO vont être un outil de cohésion sociale également. Parce que les jeunes vont se motiver pour pratiquer des sports. Il va y avoir la population qui va aussi vouloir visiter les sites olympiques, les futurs sites olympiques. Donc c'est de la cohésion sociale. Les gens vont mieux se parler. Il va y avoir de la convivialité. Les gens vont converger les uns vers les autres grâce à cet événement. Et puis effectivement, retombée économique avant, parce que si on fait visiter les sites olympiques, ça ne sera pas forcément gratuit. Voilà. Et donc c'est aussi le tourisme avant qui va avoir de nouvelles retombées économiques. Parce que quand, je reprends toujours cet exemple, et parce qu'il est flagrant, le Stade de France, avant d'accueillir la Coupe du Monde, c'était un lieu de visite. Donc c'était devenu un site touristique à part entière. Donc c'est ce qui va se passer. On va venir visiter le Vélodrome, on va venir visiter tous les sites, les futurs sites olympiques. Et ça crée un nouveau produit touristique et donc une nouvelle consommation sur le territoire avec des nouvelles retombées avant. Justement, le Vélodrome,
on voit bien que ça marche bien sur le plan sportif, ça marche un peu moins bien sur le plan des spectacles, oui, choses tout comme à ça. fait. C'est un vélodrome, donc il y a, il y a une piste. C'est très compliqué. C'est assez compliqué d'adapter effectivement un vélodrome pour un spectacle de chanteurs, par exemple, ou pour un spectacle. Et de faire venir des gens, parce qu'ils se disent. De faire venir des gens, parce qu'il y a effectivement un espace entre le spectateur et puis le spectacle véritablement, où le chanteur, etc. Donc il y a des problèmes d'adaptation, effectivement, mais quand on voit que le Stade de France n'est pas rentable, on comprend que le vélodrome ne le soit pas. Ça ne peut pas être rentable non plus. On ne peut pas chercher toujours la rentabilité. Mais il faut essayer aussi de diminuer la partie négative et la charge. Voilà. Alors, on parlait peut-être des jeunes sportifs que ces Jeux Olympiques vont attirer, ou des associations, etc. Est-ce que, dans le golf, par exemple, c'est vrai que vous faites beaucoup pour attirer des gens, notamment du territoire, notamment des jeunes défavorisés, vers ce sport qui n'était pas forcément considéré, qui est parfois considéré comme un sport de riches, etc. Est-ce que ça change justement l'image? Est-ce qu'il y a des nouveaux golfeurs qui viennent? On peut revenir sur le mot riche. Non, mais je dis l'image que ça peut avoir. Mais je vais casser cette image. Il faut qu'on casse cette image, parce que cette image, elle est fausse. Oui, tout à fait, mais elle existe. Elle existe. Et on souffre énormément d'une période des années 70-80 où il y a eu une explosion de golf, mais c'était des golfs chers. Parce que malheureusement, on ne peut pas ouvrir un golf comme un terrain de foot. C'est-à-dire il faut tondre le gazon, il faut des machines, il faut des hommes, il faut du temps d'homme. Il y a un entretien minimum à avoir, donc il y a un coût. Par contre, une année de golf aujourd'hui, c'est moins cher qu'une semaine de ski. Une année de golf, c'est moins cher qu'une semaine de ski. Et il y a des formules pour les néophytes débutants au golf national et dans les autres golfs de 50 ans en Yvelines. Je pense notamment à la base de loisirs. Des formules 70-80 euros par mois où on a le matériel compris et on joue autant qu'on veut. Donc là, on ne peut pas dire on est moins cher que des bonnes salles de sport, de gym qu'on peut fréquenter. On est moins cher que ça. Donc on ne peut plus dire que le golf est cher. Mais ça reste plus cher que le foot, quand même. Ça reste plus cher que le foot, mais le ski aussi. Ah oui, mais on ne va pas dire que le ski, c'est un sport de cher. Plus cher. On peut dire que le ski est plutôt un sport de privilégié, quand même. Je pense que les gens qui... Si vous regardez les gens qui partent au ski, c'est plutôt les... Non ? Et le vélo, quand je vois des gens qui achètent des vélos à 2 000 €, 3 000 €, je dis, je peux faire 3 ans de golf. Après, on roule gratis en vélo. Non, mais je suis en train de dire que j'ai forfaitisé pour moins de 1 000 € par an. Non, mais c'est vrai que vous avez... Il y a des efforts faits, mais est-ce que ça attire une nouvelle population? Et est-ce que des événements, je pense à la Ryder Cup, je pense évidemment aux Jeux Olympiques, attirent, alors les Jeux Olympiques c'est un peu frais encore, mais attirent un nouveau public? Il y a du développement dans le golf, c'est clair. Pourquoi? Parce que je parlais du golf, mais ça pourrait être dans les autres sports. Oui, exactement, vous êtes là, c'est ce que j'allais dire. Dans tout sport, il y a des gens qui arrêtent le sport, ou qui arrivent en fin de carrière sportive, qui ne peuvent plus. Ce qui est bon avec le golf, c'est intergénérationnel. Donc, de 8 à 88 ans, on peut jouer au golf. Donc, un grand-parent peut jouer avec ses petits-enfants, tandis qu'au tennis, c'est plus difficile ou plus compliqué dans différents sports comme ça. Donc, c'est un beau sport, déjà, pour beaucoup de personnes. Maintenant qu'on aille chercher des nouveaux golfeurs, c'est normal. Pourquoi? Parce que la fin de vie existe, les gens disparaissent, les gens démanègent, ils sont mutés, ils partent. Je crois qu'il y a un trou à partir de 25... quand les gens arrivent à leur... commencer à travailler, à créer une famille, etc. Voilà, les 35-40 ans, c'est compliqué pour nous. C'est assez, on est très fort pour moins de 30 ans pour trouver des nouveaux golfeurs, mais c'est essentiel. Les plus de 50 ans, et en gros... Les plus de 50 ans, parce qu'on a peut-être plus de temps, mais aussi de revenus disponibles, si on a payé certaines choses de la vie, l'éducation de ses enfants, par exemple. Et donc, c'est le créneau 30-50 qui nous manque. Mais on s'adapte parce qu'on est obligé, on est dans un monde en mouvement, donc on crée des produits, et vous faites des offres, des approches, exactement, pour ces créneaux-là. Pardon.
Excusez-moi. Moi, ce que je pense, c'est que l'image du golf cher vient aussi des golfs privés. Parce qu'il y a deux types de golf. Bien sûr, il y a les golfs privés et les golfs comme le golf national qui n'ont pas du tout la même image. Le golf privé, comme Saint-Nom-la-Bretèche, par exemple, où il y avait le trophée Lancôme à une époque, tous ces golfs-là, ils ont une image extrêmement haut de gamme et qui a donc été assimilée à l'ensemble des golfs, sauf que c'est pas le cas. C'est exactement. Et de ce fait, ça vous a desservi. Et il y a un changement parce que tous ces golfs-là, qui étaient fermés parce qu'il y avait beaucoup de membres à un moment, essayent d'attirer notre clientèle. Tout à fait. Nouveaux membres. Oui, mais dans l'esprit des gens, c'est resté comme ça. En même temps, ça fait aussi un peu rêver. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie d'être dans un endroit où il y aura 450 000 personnes. Et si on peut se retrouver à faire du sport dans d'autres conditions que quand on est dans le métro, c'est bien aussi. On ne peut pas juste avoir un magasin de chaussures avec du 42 et du noir. Donc, c'est exactement comme dans l'aviation ou dans l'hôtellerie. Si vous voulez voyager business class, vous voyez business class. Si vous voulez voyager low cost, dans le même style d'avion, je veux dire, c'est un A320, il est tout neuf, etc. Mais le prix est du simple fois 10. Il faut qu'il y ait une gamme d'offres adaptées. Et ça, c'est le golf aujourd'hui. Il y a une gamme d'offres adaptées à ce que vous avez comme moyen financier. Et donc, vous pouvez jouer au golf comme vous pouvez prendre l'avion aujourd'hui, pas cher ou très cher. Absolument. Ça existe. Et donc, les deux existent et il en faut pour tous les publics. Et c'est comme dans l'hôtellerie. Vous avez Sofitel ou vous avez Formule 1 dans un groupe qui existe. Je veux dire, c'est comme ça le golf aujourd'hui. Vous pouvez jouer au golf. Sauf que Formule 1, peut-être que les chambres sont un peu moins bien, mais là, vous pouvez jouer sur des parcours qui sont aussi beaux que les autres. Parfois, il y a des golfs qui sont mal positionnés dans cette gamme. Ouais. Je voudrais rajouter pour le golf, nous avons aussi au sein du territoire tout un programme d'initiation au golf pour les jeunes, les collégiens et également pour les écoles primaires. Et il y a également un programme Croco Golf qui permet aussi à des enfants défavorisés de pratiquer le golf. Et nous participons le territoire, la Fédération française de golf. Il y a la Fondation Lacoste, la Fondation Lacoste qui permet au Secours populaire, à la Croix-Rouge, à la Fondation Méquignon également, qui ont des enfants défavorisés ou qui ont des handicaps, de permettre une initiation au golf. Et il y a même au sein de ces enfants sélectionnés une deuxième sélection pour permettre à certains qui auraient des prédispositions à rentrer dans un groupe pour une initiation un peu plus poussée. Et c'est une participation qui est très agréable pour le territoire et pour la fédération, je pense. Je voulais le signaler. Tout à fait. D'ailleurs, alors, on ne sait pas s'il y aura des Français à la Ryder Cup, on ne sait pas encore, on verra. Ça, on sait pas, non. Mais il y aura une équipe française aux Jeux Olympiques. Oui, il y aura des représentants. Ça se joue comment? Donc, ça se joue en individuel? Alors, la formule de jeu pour les Jeux Olympiques, je pense, n'est pas figée encore. Jusqu'à présent, c'était individuel. C'était Rio, la réentrée du golf dans les Jeux Olympiques. Ils ont fait un tournoi classique de 4 jours, donc pour les messieurs et les dames la semaine d'après. Une formule. Il y avait 2 joueurs par pays. C'est ça. Qualifiés. Donc il y aura forcément des Français en 2024. Ça, c'est certain. Un mot encore comment ça se porte le tourisme aujourd'hui? Il y a eu toute cette vague des attentats, du terrorisme qui a fait qu'un certain nombre de ressortissants étrangers ne venaient plus. Paris a repris, semble-t-il. Dans les Yvelines, on a, par exemple, Versailles, par exemple, les sites les plus connus. On a un développement nouveau de la croissance des sites touristiques. Versailles, l'année dernière, avait eu une baisse de fréquentation énorme. La fréquentation remonte et c'est un petit peu partout sur le territoire comme ça. Enfin, dans la région, globalement, c'est comme ça. On a un développement nouveau. Et maintenant, il ne faut pas qu'il y ait des gros attentats qui se reproduisent. Bien sûr. C'est toujours comme ça. Et les JO vont certainement, avec le coup de projecteur qu'il y a sur ce que vous la dites, région... C'est un coup de projecteur formidable sur cette région et qui attirera peut-être avant, peut-être après. Pendant, il y a toujours le même nombre à peu près de gens qu'on peut attendre, mais c'est un peu avant et un peu après. Enfin, un peu avant, comme pour la Ryder Cup, il y a des gens qui viennent tester le parcours avant, et puis il y aura sans doute des gens après aussi. Enfin, ça, c'est évident. Parce que quand on parle des JO, on pense à l'hôtellerie, mais il y a aussi toute cette nouvelle gamme de produits d'hébergement.
qui existent. Les chambres d'hôtes, Voilà, les chambres d'hôtes et la fameuse marque Airbnb qui se développe énormément. Et ça, effectivement, ça va se développer à tout moment, à la Ryder Cup aussi, d'ailleurs. Puisque on a fait le calcul, dans les Yvelines, pour la Ryder Cup, on n'a pas suffisamment d'hébergement pour attirer tous les visiteurs. Et donc, ils vont se délocaliser sur d'autres départements, donc sur les Hauts-de-Seine, sur Paris, et les retombées attendues pourraient être plus élevées si on avait plus d'hébergement. Donc, beaucoup vont aller dans les Airbnb, ça c'est clair. Et puis, beaucoup vont se créer surtout. De nouveaux Airbnb. C'est un nouveau type de produit. Airbnb ou d'autres sites. Oui, mais c'est celui qui fonctionne le mieux. C'est celui qui fonctionne le mieux en termes de chambres d'hôte et de meublés. Oui, les hôteliers sont assez furieux. Voilà, exactement. Ça leur enlève une clientèle, ça c'est évident. Mais à la rigueur, ça permet d'accueillir une nouvelle clientèle aussi, qui ne serait jamais venue. Eh bien voilà, on a encore 7 ans pour bosser. Hein, l'aventure commence. L'aventure commence. Trouver une dimension culturelle aux Jeux Olympiques, peut-être un peu, non? Oui, il y avait autrefois, il y avait des preuves intellectuelles aux Jeux Olympiques. Parce qu'on parle beaucoup de sport, ce qui est très bien, mais un petit peu de nourriture intellectuelle serait. Mais autrefois, il y avait des épreuves, il y avait même une épreuve d'architecture, une épreuve de français, etc. On pourrait refaire ça avec Coubertin. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Ce sont les jeux modernes que nous pratiquons actuellement. Absolument. Mais il faut toujours un petit peu de. Non, très bien. C'était un petit peu de c'était mieux avant, j'avoue. Merci beaucoup Jean-Pierre Sevestre, merci beaucoup Sylvie Léonard, merci beaucoup pour la remise. Je signale que vous allez faire sur cette chaîne une émission en anglais avec des Anglais comme vous qui vivent, enfin des Anglais, des Américains, des Australiens qui vivent sur ce territoire et on attend ça avec impatience. Super. Et merci beaucoup Jean-Charles Joanny. Je rappelle du passé, faisons table rase de Malik Agagna. Malik Agagna, voilà. Merci à tous.